Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être de retour pour l'épisode 5 de l'Écho d'Evelyne. La semaine passée, ça a été tellement intéressant avec Andrea Goulet. C'était une vraiment belle conversation. Il y a plein de monde après qui ont réécouté l'émission puis qui m'ont contacté ou qui ont contacté Félix pour dire comment que ça a été une belle émission, comment que ça a vraiment aidé pour le partage culturel, pour la réconciliation. Fait que je suis vraiment heureuse. Si vous l'avez pas vu, allez écouter l'épisode de la semaine passée, c'est vraiment intéressant. Et là, aujourd'hui, ça va vraiment être je pense que ça va être un des épisodes le plus drôle peut-être, avec les meilleures anecdotes. Parce que là, dans le fond, on va écouter l'épisode 5 de la série documentaire Le Nouveau Monde de Champlain. L'épisode 5 s'appelle Soleil en Huronie et Tonnerre en Iroquoisie. Alors, gros, gros titre d'épisode très intense. Alors, ça représente bien aussi l'épisode qui est super intense. Il y a des batailles, il y a des fusils, il y a des armes, il y a du monde qui court partout dans le bois. C'est vraiment genre un gros épisode super le fun à écouter. Moi, j'ai aimé ça l'écouter parce qu'il y a beaucoup d'action. Et il y a deux personnes qui jouent dans cet épisode-là. Il y a aussi deux personnes qu'on va recevoir en entrevue qui ont grandi avec l'écho d'un peuple. Ils ont fait partie des camps culturels, ils ont fait partie des spectacles dans les écoles, ils ont fait les tournées partout en Ontario. Moi, je les ai rencontrés à cause de l'écho d'un peuple. Les deux sont devenus des super bons amis à cause de l'écho d'un peuple. C'est comme une belle petite histoire de bromance entre les deux. Alors, on les reçoit. Alors, on a Jean-François Desforges et Jean-Sébastien Boyer avec nous, mesdames et messieurs. Salut! Bonjour les gars. Alors, Salut, Evelyne. allô, je vais vous laisser vous présenter, dire votre âge, d'où vous venez, peut-être qu'est-ce que vous faites en ce moment, puis comme aux études, des choses comme ça. Puis après ça, on va pouvoir parler un peu plus de l'écho d'un peuple, parce que vous avez grandi avec l'écho, là, c'est vraiment le fun. Fait que, allez-y. Jeff, tu peux commencer si tu veux. All right. Ben, je m'appelle Jean-François. Je suis originaire de Fournier, un petit village dans la Nation. C'est tout cute. J'ai fait l'écho d'un peu vraiment quand j'étais jeune. C'est comme une deuxième famille là, pour moi. Puis là, ben, je suis rendu Ouais. là aujourd'hui. J'ai rencontré Jean-Sébastien. C'est qui va être Ah, mon autre, mon collègue, là, tu sais. On est devenus des amis. Puis c'est ah, ça. c'est cute. Puis t'as fait quoi comme études? T'as fait des études au Collège Boréal, c'est ça? Puis là, t'es à Ouais. l'Université d'Ottawa. Puis OK. justement, je suis à Dans quel l'Université d'Ottawa en programme? histoire. Ah, fait que, y a-tu un petit lien entre l'écho d'un peuple puis ton choix de programme? Ça se peut-tu? Peut-être un petit peu, on va le savoir plus tard. Peut-être un petit peu, hein? Peut-être. T'as été un peu influencé, là. Très cool. OK. Puis, JS, toi, si tu peux te présenter ton âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Vas-y. Bon, ben, quoi, Jean-Sébastien de Gineca, je m'appelle Jean-Sébastien. Je viens de Castleman, un petit village dans l'Est ontarien. Yes. J'ai 21 ans. Je suis le meilleur ami de Jeff à cause de l'écho d'un peuple. Et Ah, aussi un peu à cause de l'écho d'un peuple, j'ai décidé d'étudier en anthropologie. Présentement, je viens de finir mon bac. Puis là, je transitionne vers ma maîtrise où je vais faire une maîtrise sur l'humour autochtone. Quoi de mieux? ouais. Euh, Ben, c'est vraiment intéressant comme sujet. C'est vraiment cool. Parfait. Puis ouais, là, je veux juste dire bonjour aux gens qui nous écoutent dans le chat. En ce moment, il y a Claudine Surprenant qui était dans l'écho de peuple et il y a Félix Adeli qui nous écoute. Alors, si vous êtes là dans le chat, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez dire bonjour. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous tantôt. Et là, c'est drôle parce que vous deux, moi, je suis beaucoup plus jeune, ben beaucoup, j'ai 18 ans, tu sais, fait que quand moi j'étais à l'écho, vous autres, vous étiez comme les deux plus vieux, super drôles, que comme, vous nous faisiez toujours rire, vous étiez un peu les leaders, tout ça, fait que je trouve ça vraiment drôle que là, c'est un peu le rôle inversé, puis moi, je vous passe en entrevue, ça me fait vraiment rire, là. Puis genre, tout le monde, moi, je me rappelle que j'étais comme un peu jalouse quand on était à l'écho parce que vous aviez toujours des rôles vraiment cool d'action. Vous aviez des fusils dans vos mains, puis genre, vous faisiez les gros rôles importants. Tu sais, Jeff t'a joué Thomas Godefroy dans l'épisode 5, vous allez le voir tantôt. Fait que là, mettons que je vous demande, ça serait quoi votre meilleur souvenir d'enfance avec le méga spectacle? Parce que vous autres aussi, vous étiez super jeunes. Fait qu'on a même des photos en plus pour voir ça. Fait que mettons, Jeff, ça serait quoi ton meilleur souvenir que tu as eu au méga spectacle? Ben, le meilleur souvenir, honnêtement, c'est quand tu vois la première fois le don de Dieu arriver, t'es comme, wow, tu vois Oui. ça arriver, t'es un gros bateau, t'es comme, moi, je veux être dessus, puis j'ai eu la chance Ouais. d'être dessus aussi, là, ça, c'est le fun. Puis, tu sais, tu vois Oh. ça, là, Là, moi, c'est j'ai tout le jamais eu la travaux. chance. Oh, wow. Puis là, ça, c'est une photo de... Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi cette photo-là? Ouais, ça, c'est la photo de mon rôle de Thomas Godefroy, justement, quand on a fait la télésérie pour le Nouveau Monde de Ouais. Champlain. Fait que Wow, c'était avec le l'interprète. fusil. Puis tout. Ça, c'est toi, Ça, jeune c'était le au méga méga spectacle. spectacle. Ouais, Ah, avec la petite pose toute cute, c'était moi ça. tout cute. Je pense que la prochaine photo, c'est toi et Félix. Oh, wow.
Hey, Ça, tout c'est un une belle, honneur un avec beau le souvenir. directeur artistique. Hey, tout un honneur. Je me rappelle de toi quand j'étais jeune à l'école. Moi, j'avais genre 6 ans, tu sais. Puis je me rappelle que toi, j'ai un souvenir qu'il y avait un gars plus vieux que moi qui valait toujours mes mocassins. Fait que c'est soit toi ou ton frère. C'est soit toi ou Phil. Vous valiez toujours mes mocassins, puis je les cherchais partout. Puis là, vous couriez avec, vous les lanciez. C'était vraiment... ouais. Fait que je crois que j'ai encore de la haine à cause de vous voliez mes mocassins, ça se peut. C'est des bons souvenirs, hein, Evelyne? C'est bon souvenir. Puis là, ça, c'est une autre photo. Ça, c'est un spectacle c'est dans la tournée. Ça, c'est en région, oui. OK. Je me Fait que ça, rappelle c'est les plus spectacles que exactement dans l'écho. quelle ville. Ouais. Fait que c'est les spectacles que l'écho font dans les écoles quand ils se promènent ou dans les villes. Super cool. Parfait. Puis là, il y a du monde qui nous parle, là. Fait que là, il y a Claudine qui dit allô les gars. Et il y a Allô, aussi Claudine? Vincent. Allô Claudine. Et il y a aussi Vincent P. Là, faut que j'essaie de dire son nom comme du monde, le mec deux maths qui était dans l'écho aussi qui dit bonjour. Alors bonjour Vincent. Tu vois, c'est toute la communauté de l'écho d'un peuple qui vient nous écouter. C'est très cool. Puis toi, JS, mettons, ton meilleur souvenir du méga spectacle, ça serait quoi? Ben moi je dirais Jeff a parlé du bateau, moi je parle de l'eau. Moi c'était quand je jouais Shiner, là. J'étais plus petit, j'avais 9 ans. Oui, J'étais un des oui. chanceux qui se faisait garrocher à l'eau. J'adorais ça. Je me faisais prendre par un gars de 6 pieds puis je me faisais envoyer à l'eau, là. C'était tellement le fun. Oh wow! C'était le fun. Quel beau souvenir. Se faire lancer dans l'eau quand il fait fret, là. Oh wow. Ça, c'est une autre photo. C'est-tu à Sainte-Marie au Pays-du-Rond, ça? Ouais, Ça c'était se pendant le peut-tu? tournage. Ah, Ouais, fait j'étais que ça, en c'est pendant le pause de tournage, on va voir. chambre. C'est ça, hein? Puis comme on va voir exactement ce lieu-là dans l'épisode 5 parce que ça se passe à Sainte-Marie au Pays-du-Rond puis à Scanadot qui est à London. Ça, c'est une bonne photo parce que tu cours après mon petit frère. Ouais, ouais. Je jouais un curé qui courait après un jeune qui s'était échappé d'un pensionnat autochtone. C'était malade. Je trouvais ça, j'aimais l'ironie parce que, tu sais, moi qui a des origines autochtones, qui jouait le méchant dans cette histoire-là, dans le fond, Ouais, j'aimais l'ironie là-dedans. ouais, On a de jouer un couru peu le cette journée-là. contraire. Ouais. Ah Puis il ouais, hein? pleuvait, là. Vous avez couru Ah, après c'était Raph. dégueulasse. Ouais. Mais oui, Raph, je me rappelle que Raph, mon petit frère, qui joue celui qui court par-dessus la table, euh, je me rappelle qu'il est revenu du tournage, puis il était comme tout sale. Puis là, j'étais comme, ouais, comme, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, Félix, comme, ouais, ben, il nous a fait courir pendant genre 1 heure, puis il nous Ouais. filmait. Puis il Parfait. mouillait, là. Ouais. Oh my God, hein. Ah, ben c'est des beaux, comme c'est ça, c'est des beaux souvenirs, les scènes d'action comme ça, quand il faut que tu cours. Comme Raph, il s'est fait couper les cheveux pour ce tournage-là. Ça, c'est vraiment de la détermination puis du dévouement à l'écho d'un peuple. C'est Briand qu'on a passé en entrevue. Je pense que c'est l'épisode 2 de l'écho d'Evelyne. Là. Briand, il a rasé la tête à Raph pour l'épisode. C'est ça, c'est plein d'affaires de même qui se passent dans les épisodes. On va écouter cet épisode-là plus tard dans quelques semaines, fait que vous allez pouvoir voir ça. Et là, mettons que je vous demande, c'est quoi que vous avez, parce que vous avez fait des tournées partout dans les écoles. C'est moi aussi, je me suis promenée avec les cours d'appel dans les tournées. Vous avez rencontré plein de jeunes franco-ontariens, plein de jeunes de partout. Ça serait quoi la chose que vous avez plus retenu ou que vous avez découvert en rencontrant ces jeunes-là? Parce que, tu sais, il y a 2500, non, plus que 2500, 25 000 jeunes franco là, que l'école a rencontrés. Il y a 104 écoles en Ontario qu'on a rencontrées. Fait que ça serait quoi, en tant qu'animateur, en tant que participant, que vous avez découvert? Jeff, tu peux y Ben, aller. dans le fond, peu importe la région qu'on voyage, on voit qu'il y a des différences, que ce Mhm. soit dans le nord, l'est, le sud ou même l'ouest. Mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est que un franco-ontarien, c'est un franco-ontarien partout, tu sais. Il n'y a pas de Ah différence. ouais. Comme on est tous attachés par les mêmes cultures, les mêmes liens, la même histoire un peu. Fait que ça, c'est fascinant. Voyager en Ontario, là, Mhm. puis découvrir ces jeunes-là. Une belle gang, tu sais, sont tous dynamiques, puis tout, là, c'est wow, comme, c'est fou. Ouais. Ouais, parce que vous avez été animateurs les deux. Fait que vous avez donné comme des formations, vous avez genre vous avez servi de la bouffe, vous avez tout fait comme fait que vous en avez rencontré des jeunes. Là. Puis, mettons toi, JS, ça serait quoi la chose que tu as découvert en rencontrant tous ces jeunes-là? Ben moi, ça serait probablement la résilience. Parce que, tu sais, c'est facile Ouais. de prendre pour acquis le fait français quand tu viens de Castleman, puis qu'au McDonald's, puis au Tim Hortons, tout le monde parle français parce qu'ils vont tous à ton école Mhm. secondaire. Mais aller voir ces gens-là qui nécessitent un peu l'écho d'un peuple pour avoir une place où tout le monde parle français avec eux. Puis la Ouais. résilience de devoir se battre à chaque jour pour dire un ou deux ou trois mots en français, c'est incroyable. Puis des gens qui venaient de Windsor jusqu'à Castleman pour participer à l'écho en fait, c'est
Moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert, là, que partout, il y avait une résilience qui était encore plus forte, puis qu'il fallait absolument se battre à tous les jours pour parler français. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que, tu sais, nous, on est chanceux, on vient tous de l'Est ontarien, les trois, fait que, tu sais, notre vie au quotidien se passe pas mal en français, on est habitués, comme, pour nous, c'est normal de parler en français quand on va au McDo, par exemple. Mais c'est vrai que, ouais, pour beaucoup de jeunes en Ontario, c'est pas aussi facile, fait que, comme, moi, je les trouve tellement bons, ces jeunes-là, je les trouve tellement courageux, comme, mettons, avec la FESFO, quand j'allais avec la FESFO, je rencontrais des jeunes, il y avait une fille qui s'appelle Skyler, qui est rendue dans le gouvernement de la FESFO, puis elle me parlait qu'à son école, il y avait pas d'équipe d'impro parce que les jeunes étaient trop gênés de parler en français, puis tout. Puis elle me disait comment à chaque année, je continue à essayer de recruter du monde, puis tout. Puis là, comme, faut pas avoir peur, faut y aller. Puis il faut des jeunes comme Skyler, par exemple, qui me disait qu'elle continue à essayer de faire des affaires d'impro avec son école. Mais allez-y, puis c'est beau. Moi, je trouve ça beau à voir des jeunes qui sont fiers de leur langue puis qui l'utilisent. Mais c'est sûr que c'est pas aussi facile, mais ils sont pas mal forts, ils sont pas mal courageux. Fait que moi ils m'impressionnent, ces jeunes-là. Puis là, la partie qui est vraiment cool, c'est que vous avez beaucoup joué les scènes d'action. C'est quoi votre scène d'action qui était le plus le fun à faire? Parce qu'il y en a beaucoup là, dans tout plein de scènes différentes dans l'écho de peuple. C'est quoi peut-être la meilleure? Là? Ben pour moi, dans le méga spectacle, c'est pendant la bataille avec les Iroquois. Quel Ben petit oui. gars ne rêve pas de faire une bataille, là? Tu avec ton collègue, puis tout, tu te pratiques, c'est fou. Puis dans comme le vidéo, tout, le Nouveau Monde de Champlain, c'est le portage de canaux. Ça, j'en ai fait beaucoup. Ben oui, On hein? recommençait les vidéos, puis tout, mais c'était le fun. Mais ça en demandait beaucoup. Mais tout ça, là, c'était de Ouais, c'est l'excitation dur aussi. physiquement, là. Physiquement, C'est un mentalement workout, l'écho aussi. de peuple. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais ça, toutes les scènes, comme sûrement que là, le monde doit vous avoir reconnu parce qu'on les écoute, on est rendu à l'épisode 5. C'est ça, toutes les scènes en canot, comme on voit faire les portages puis tout. Moi, je suis comme contente parce que mon rôle, c'est assez relax, là. J'ai pas de travail physique à faire dans la série. Fait que c'est un peu plus facile physiquement pour moi, là. Puis toi, JS, mettons ton meilleur souvenir de scène d'action, c'est quelle scène qui est plus la fun à faire? C'est sûr que, comme Jeff, j'ai bien aimé ces scènes-là, parce que, je veux dire, qui Ouais. aime pas ça, se battre en plein champ, c'est malade. Mais je dirais aussi, plus précisément dans le tournage de la série, c'était une des scènes, moi je jouais beaucoup des soldats français à cause de ma barbe. Puis Ouais. une des scènes, justement, on est trois, quatre soldats dans une genre de barricade, puis on se passe des fusils, puis t'as moi au bout qui vise puis qui tire, puis je me sentais vraiment comme dans un film de James Bond, mais comme dans les années 1700. Tu sais, c'était malade, là. J'étais là, je tournais le coin, je me cachais, je tournais, puis là, pow, je tirais, puis il y avait des feux d'artifice qui sortaient du fusil. C'était malade, là. Moi, Hey, c'est j'adorais ça. cool, hein? Tirer du fusil de même. Mais ouais, c'est vraiment, comme moi, j'ai jamais eu la chance de faire ça, là, de tirer du fusil dans l'écho d'un peuple. Mais si, parce qu'on va le voir dans l'épisode 5, il y a des scènes avec la pyrotechnique puis des fusils puis tout ça. Est-ce que tu peux peut-être juste m'expliquer un peu comme, tu sais, c'est pas des vrais fusils, inquiétez-vous pas, là, comme, Ah, ouais. comment que ça marche, ces fusils-là? Sais-tu un peu? Ben, je sais un petit peu parce que mon père est en pyro. Mais C'est ça. c'est vraiment, c'est genre des fusils comme en bois, là, qui a aucune chance de tuer quelqu'un dans le fond. Mais qu'au bout est attaché un genre de pétard ou un feu d'artifice de quelque sorte, là. Puis on devait peser deux, trois boutons. Je me souviens plus trop précisément c'était quoi les boutons, mais on tirait, on visait en haut, puis de là sortait un pétard dans le fond qui explosait au loin. Donc ouais, c'est Mhm. pas mal ça fonctionnait. Là. Ouais. C'est pas moi qui est technicien en pyro, mais ouais. Mais il y avait de la Mais ouais, force, tu tirais, puis tu reculais. Ouais, ouais. oui. C'est ça, hein? Comme, faut quand même être fort pour être capable de retenir, là. Hey, C'était pas c'est juste fou. une petite Puis, c'est ça, lumière qui fait pouf. ouais, c'est ça, c'est pas ajouté au montage, c'est vraiment genre, c'est Non, vraiment c'est là, vrai. sur le moment, ça se passe pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, vous allez voir dans l'épisode 5 qu'on va écouter tantôt, là, à la fin, il y a la scène de bataille, puis il y a une scène avec des fusils, fait que vous allez exactement voir qu'est-ce que Jess expliquait. Puis, là, tu sais, vous avez incarné plein de personnages, tu sais, Jess t'a dit, t'as incarné des soldats, Jean-François, on l'a vu dans les photos, les personnages que t'as fait. Ça fait quoi d'incarner des personnages qui font partie de notre histoire, tu sais, d'incarner ces jeunes-là qui sont arrivés au Canada, comme qu'est-ce que ça fait comme émotion, tu sais, moi-même j'aime ce feeling-là de savoir que hey, j'ai incarné des personnages qui représentent mes ancêtres, qui représentent ma culture, mais pour vous, ça vous fait quoi ça? Ben pour moi, tu sais, faire un marin comme sur le don de Dieu au début que je disais, c'est un honneur parce que ma Mhm. famille sont probablement arrivés au Canada, tu sais, sur un bateau comme ça autrefois. Puis là, j'ai la Ouais. chance de faire comme peut-être un de mes ancêtres qui était justement sur le don de Dieu. Puis
sais, je peux le faire. Fait que c'est vraiment un honneur, là, de faire ça. Comme, on se rappelle les souvenirs, puis on porte aussi comme un mémoire à nos ancêtres, j'imagine. C'est Ouais, fou. ouais, c'est vrai. Puis toi, JS? Ben, moi, c'est sûr, c'est dans le même style que Jeff disait, là, avec, moi, c'est surtout plus les coureurs des bois que j'aimais jouer, parce que justement, j'ai beaucoup de mélange canadien-français, autochtone, à travers mes ancêtres, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup que ça a dû être à cause des coureurs des bois, mais il y a aussi, il y a un aspect que Jeff n'a pas nécessairement parlé, mais moi, c'est jouer vraiment des personnages historiques jeunes, qui me Mhm. faisaient vraiment démontrer que tu sais, peut-être à 14, 15, 16 ans, on peut marquer l'histoire, puis on peut faire des choses incroyables avec nos vies, puis ça m'a vraiment guidé dans le chemin que j'ai décidé de prendre avec l'anthropologie, puis aussi d'un côté plus personnel, retrouver mes ancêtres, puis faire tout ce parcours-là pour Ouais. un peu marquer l'histoire à ma façon, dans le fond. Mhm. Ah, wow. OK. Ah, c'est vraiment beau. Ben, c'est vrai, tu sais, que c'est tout le monde. Puis vous allez voir, là, les scènes de village. Il y a une grosse scène de village à Sainte-Marie, au Pays-du-Rond. C'est tous des jeunes qui jouent, des jeunes des écoles secondaires qui venaient au camp. Nous, on est dedans aussi. Puis c'est ça, c'est tout du monde qui joue des personnages qui ont créé littéralement le Canada, c'est des personnages qui ont vraiment existé. Tu sais, les peuples autochtones étaient là. Puis là, c'est des jeunes qui jouent ces gens-là. Fait que c'est comme beau de voir qu'on, c'est comme une façon de renouer un peu tu sais, l'idée de réconciliation dont on parlait la semaine passée, là. Quand on joue un peu nos ancêtres, ben ça nous permet de nous qui ils étaient, puis leur faire hommage, comme Jeff disait. Fait que c'est pas mal beau. Là, il y a Félix dans le chat qui vient de dire quelque chose de super intéressant, parce que c'est vrai, parce qu'il y a toutes les scènes de bataille, les choses comme ça, il a fallu avoir des formations. Moi, je me rappelle, on faisait ça dans un gym, puis moi, je me rappelle que ma mère était dans les scènes de bataille. Moi, je trouvais ça vraiment cool, vraiment badass que ma mère, elle se battait fait que dans des scènes. Fait que je me rappelle, c'est ça, il y avait des formateurs qui montraient, tu sais, faire sûr que ça fasse du sens, aussi pour la direction artistique, la mise en scène. Puis là, Félix, il dit, on a été chanceux. Oh non, le commentaire est parti. Je sais pas si François, tu peux juste monter. Merci. Félix, il dit, on a été chanceux. Notre premier formateur pour les batailles était Lino Gambuto, qui est le 4e au monde en kata. Fait que c'est quelqu'un qui faisait des arts martiaux, qui est venu former les gens pour vraiment faire des vraies batailles qui ont de l'allure. Fait que c'est fou, là. C'est pour ça que vous C'est pas allez pire, voir hein? comment c'est pas pire pantoute, là, l'écho d'un peuple. Là. C'est du vrai monde qui venait nous montrer les vraies affaires. C'est vraiment nice. Puis là, peut-être votre meilleur souvenir pour un tournage, un cadre culturel. Peut-être Jess, lui, il avait fait le tournage à Sainte-Marie au Pays-du-Rond. On le voit beaucoup dans son tournage-là. Peut-être toi, Jeff, plus par rapport à quand t'es allé à London, à Scanadot. Euh, c'est quoi peut-être un souvenir qui t'est arrivé là-bas par rapport à ces deux places-là? Ben, juste pendant le filmage, justement, de la bataille, on avait un drone, Ouais, puis ça, je trouvais ça vraiment cool de, tu sais, juste voir comme la production, mais d'en haut. C'était vraiment ouais, foutais, puis je me sentais comme dans un, tu sais, c'était du professionnalisme, là, comme un vrai montage, des vraies caméras, puis tout. Puis sinon, sur l'expérience juste du tournage, comme il mouillait aussi, c'était drôle. Je pense que tous nos tournages, il y avait bien de la pluie. tout le temps, Puis hein? c'est rare qu'il faisait soleil, mais ça fait des beaux vidéos, ça. La qualité de l'image, puis tout, avec les couleurs, c'est comme juste wow. Ouais, Puis, c'est beau. C'est vrai. Mais je me rappelle, je pense que c'est à Sainte-Marie, au Pays-du-Rond, quand on est arrivé, il a commencé à pleuvoir. Mais là, tu sais, il faut s'imaginer, il y a comme tellement de jeunes. Dans Sainte-Marie, au Pays-du-Rond, il y a 300 figurants, OK? Fait que là, t'as 300 personnes qui débarquent d'un autobus pour aller faire notre tournage. On est tous habillés avec nos habits, nos costumes de marins, de toutes les soutes, là, tout. Puis là, faut pas que ça soit tout mouillé. Fait que je me rappelle qu'on avait des sacs de poubelle qu'on mettait, genre, on faisait des trous. Puis là, on se promenait avec nos sacs de poubelle. pour C'est tellement drôle, mais ça marche. Fait que c'est toutes des petites anecdotes de même qu'on voit pas quand on l'écoute, mais tu sais, entre les scènes, on était là avec nos parapluies, puis il fallait pas trop se mouiller. Oh my god, ouais. Puis toi, JS, mettons un bon souvenir dans les tournages. Ben moi, c'est en plein avec ce que vous parliez, là. Dans le fond, pendant le tournage, il y avait une des journées aussi qui mouillait beaucoup. C'était une longue journée. Puis c'était justement, comme j'ai parlé plus tôt, c'était la scène où je tirais du fusil. Puis j'arrive, premier fusil, pow, deuxième fusil, pow, troisième fusil, pow. Puis après ça, on arrive au dernier fusil. Puis, tu sais, quand il pleut, ça fait un peu de la difficulté avec la pyrotechnie. Puis là, Ouais, il c'est passe vrai. le dernier fusil. Tout sérieux, je vise au loin. Puis là, je fais pow. Mais la pyro a pas fonctionné. Puis ça a juste fait comme un petit piou. Puis ça a juste tombé comme en avant. C'était tellement drôle. Surtout qu'on était fatigués, Oh on my part god. vite à rire. Puis le pire là-dedans, c'est que je pense que ça l'a fait la cote finale du tournage parce que je pense qu'on voit juste moi avec le fusil, mais pas le reste. Mais
comme la seconde que le film arrête, genre, dans le fond, la scène arrête, c'est Ouais. moi qui pars à rire. Mais je trouvais ça tellement ça. drôle. Pas juste que ça Ils ont se soit coupé juste imposé, à temps. c'est ça, mais que ça fasse le cut. Là, moi, je vois Wow. cette scène-là, puis je suis comme, c'est ça qui est arrivé. Toi, tu sais vraiment c'est quoi qui est arrivé, là, c'est ça. Mais là, les auditeurs, maintenant, vont le savoir, là. Quand ils vont l'écouter, ils vont savoir que, dans le fond, ça n'a pas vraiment marché quand t'as tiré du fusil, mais bon. Puis qu'il y a eu le petit Maintenant, ils savent. C'est ça, Il y a un petit piou. Puis après, il y a un gros fou rire. C'est quand même drôle. Là, il y a Vincent dans le chat qui dit qu'il se rappelle d'avoir fait les marins dans le méga spectacle. Claudine aussi qui s'en rappelle. Puis il y a Vincent qui dit qu'il est en train de nous écouter pendant sa pause dîner. Fait que ça, c'est ça, c'est du dévouement. J'adore ça. Ben, Jeff est en pause dîner en ce moment. Ouais. Il est au travail, puis il prend sa pause pour nous parler. Fait que c'est pas mal cool, merci. C'est parce que je vous aime, ça. C'est parce que tu nous aimes, hein? Ah, c'est fin. Puis mettons, dernière question, il nous reste 3 minutes peut-être pour répondre à ça environ. C'est comment l'écho de peuple a marqué votre vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être du côté personnel, du côté fierté, du côté amitié? T'sais, moi, je sais que j'ai rencontré plein de monde qui sont devenus mes amis. C'est du monde que je recroise, comme vous autres, je recroise, puis je suis tellement contente de vous voir. Ben, mettons, pour vous, qu'est-ce que ça vous a fait, l'écho de peuple? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Ben, pour moi, c'est sûr, tu sais, comme je disais, Jean-Sébastien, je l'ai vraiment rencontré grâce à l'écho d'un peuple. On est devenus des bons amis, comme on fait des fêtes à Noël ensemble. On joue ensemble à des jeux comme Risk, Monopoly ou tu sais, tout ça. Là. Fait on est vraiment proches à cause de l'écho, là, tu sais, juste pour dire, parce que sinon, oui, parce que sinon, probablement qu'on se serait juste jamais parlé, tu sais. Fait que c'était vraiment cool. Ah, mais c'était quoi encore ta question? Excuse. Mais t'as bien répondu. Tu pensais à JS, puis là, t'as tout oublié. T'étais juste comme, oh, wow. C'est vrai. Mais non, mais excuse, répondu, mais j'ai d'autres souvenirs, Evelyne, par exemple. Vas-y, Comment l'écho m'a marqué, ça m'a revenu, excuse. Oui, vas-y. C'est, tu sais, dans le fond, avant que je fasse l'écho, moi, j'étais en français, puis that's it, ça finit là, mais depuis que j'ai fait l'écho, tu sais, je suis pas juste quelqu'un qui parle français, je suis un franco-ontarien, puis je le porte fièrement à cette heure, là, comme, tu sais, mon drapeau franco-ontarien, il est à moi, je l'ai, comme, c'est vraiment ma fierté, là, qui m'a fait grandir. Ah oui. Ah, ouais, mais je suis d'accord, moi aussi, je pense que si j'avais pas participé à ces affaires, à l'écho, ça m'aurait pas poussé à faire la FESFO, ça m'aurait pas poussé à faire toutes ces affaires-là par rapport au fait d'être fière d'être francophone puis d'être franco-ontarienne, c'est vrai. Ouais. Puis toi, JS, mettons, qu'est-ce que ça t'a apporté l'écho d'un peuple dans ta vie? Tellement de choses, juste comme vous avez dit, les amis, après ça, le fait d'être fier franco-ontarien. Mais aussi, je veux dire, j'ai appris à jongler à cause de l'écho, j'ai trouvé une passion pour le théâtre. Comme dans tous mes cours de théâtre, j'utilisais des choses que j'avais appris à l'écho d'un peuple. Après ça, d'un plan plus personnel, c'est sûr que ça m'a vraiment guidé dans mon cheminement en tant que à la fois franco-ontarien et ayant des origines autochtones parce que c'est là que j'ai eu mes premiers pas un peu dans mon autochtonie à moi puis qui m'a permis d'aller retracer un peu mes origines puis d'aider à reconstruire un pont qui a été brisé à cause de la colonisation dans le fond. Ça m'a tellement apporté de choses l'écoute d'un peuple, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ah, ben parfait. Ben les gars, on est rentré exactement dans notre temps. On est pas mal fort là. On a du gros timing. Là. Fait que, ouais, yes. Fait que, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi. Vous êtes super intéressant. Moi, pour vrai, là, je le dis, comme vous avez été des leaders pour moi. Quand j'étais jeune, je vous voyais à l'écho, puis j'étais comme, oh my god, ces gars-là sont tellement cool, sont tellement drôles. Ils ont du fun. Vous mettiez beaucoup de joie dans les camps culturels en faisant des blagues tout le temps. Jess qui se promenait avec un chapeau tout le temps. Ouais. C'était comme... on jouait aux cartes dans les autobus pendant qu'on allait à Pintang Gouchine. Fait que, on a eu des vraiment beaux souvenirs. Puis merci vraiment d'avoir pris le temps de venir parler avec moi. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui ont trouvé ça intéressant. Ou des gens qui ont participé à l'école de peuple qui se rappellent des beaux souvenirs. Puis sûrement que si t'es un jeune en ce moment qui écoute, tu vas trouver ça super passionnant de voir des scènes d'action puis tout ça. Fait que reste là parce que dans l'épisode 5, c'est exactement ça. L'épisode 5, c'est un gros épisode d'action, des batailles. On va apprendre beaucoup de choses. L'épisode 5, ça parle beaucoup de comment les Autochtones vivaient. Quelque chose de super intéressant. Puis on est allé vraiment filmer dans des places comme à Sainte-Marie au Pays-du-Rond, à Scanadot. Fait que vous allez vraiment voir ça. C'est super bien expliqué, c'est super beau. Fait que on se voit tantôt. On va écouter ça, puis à la fin, je vais faire une petite conclusion. Fait que si vous avez des questions, encore une fois, allez-y dans le chat, puis à la fin, je vais pouvoir répondre. Merci encore, les gars. Puis bon épisode tout le monde. Merci à toi, Evelyne. Ouais, merci.
Pi Anishinaabe, Ho. Le 1er août, l'équipage arrive enfin en Huronie. En 22 jours, on a franchi plus de 1150 km depuis Québec, pagayant surtout à contre-courant et affronté 58 portages. On arrive enfin au village Tohanché, dans la baie de Penetanguishene. Étienne Brûlé pourra enfin faire découvrir son pays d'adoption à son capitaine Champlain et à son ami Thomas. Plus jeune, j'avais expliqué à mon frère Raphaël que le véritable nom des Hurons, c'est les Wendat, c'est-à-dire les habitants de l'île. On parle de l'île de la Grande Tortue, l'Amérique du Nord. Mes ancêtres avaient vraiment le pouvoir de la vision, car l'Amérique du Nord a la forme d'une grande tortue. Comment ont-ils pu le savoir? C'est extraordinaire. Les Wendat ont été surnommés les Hurons par les Français à cause de leur coiffure en mohawk. Ça leur rappelait la hure des sangliers en France. Et le véritable nom de la Huronie, c'est Wendake, le pays des Wendat. Aujourd'hui, la Huronie, c'est en grande partie le comté de Simcoe. Puis à l'hiver, c'est bien tranquille. Mais à l'été, c'est le cottage country des 3 millions de résidents de Toronto. Les nouveaux arrivés découvriront que des milliers de Wendat vivent en Huronie ou au Wendake. En fait, ils sont 30 000 Wendat répartis en 4 nations. Le clan du cerf, le clan de la pierre, le clan de la corde et, le plus populeux, le clan de l'ours. C'est justement chez le clan de l'ours, nommé les Agtinawanta, qu'Étienne a été accueilli comme un fils 5 ans auparavant, soit en 1610. Au Wendake, Samuel de Champlain découvrira un tout nouvel univers. Même Thomas, qui a déjà hiverné chez les Algonquins, se rendra compte que les Hurons-Wendat et les Algonquins Anishinaabe, même s'ils partagent une culture et des croyances très semblables, vivent de façon tout à fait différente. Comparativement aux familles Anishinaabe ou Algonquines, les Hurons-Wendat vivent de façon plus sédentaire dans de grands villages fortifiés pouvant accueillir de 1000 à 2000 habitants. Ils vivent une douzaine d'années dans ces villages, soit jusqu'à ce qu'ils aient épuisé les terres agricoles autour d'eux. Ils rebâtissent ensuite ailleurs, suivant le même cycle. En fait, ce cycle, c'est celui du maïs, le principal aliment des Hurons-Wendat. Pour mes ancêtres, le cycle du maïs offert par Mère la Terre, c'est le cycle de la vie. Les Wendat s'adonnent eux aussi à la cueillette de fruits, mais ce sont d'abord et avant tout de grands agriculteurs. Ils cultivent le tabac, les courges et citrouilles, les haricots et le tournesol. Ils sèment de l'herbe au soleil, dont ils font de l'huile avec la graine, et grande quantité de blé d'Inde, qui vient très beau. Très tôt, la jeune fille Wendat devient l'agricultrice du maïs. 60% de ce que les Wendat mangent, c'est une espèce de gruau fait de maïs écrasé au pilon et dans lequel on ajoute parfois de la viande ou du poisson. On appelle cette soupe la sagamité. La jeune fille Wendat apprend même à fabriquer de jolies poupées à partir des feuilles des épis. Tout comme les Anishinaabe, les Wendat sont de talentueux artisans. Femmes et filles confectionnent vêtements, accessoires et bijoux. Tout est fait à la main avec patience et doigté. Les Français troquent des outils de fer, tels les couteaux et les poinçons, qui faciliteront l'artisanat et les tâches quotidiennes. On a surnommé les Français les gens de fer. Plusieurs Premières Nations minaient déjà le cuivre. Or, la puissance du fer va révolutionner toute leur vie.
À partir de l'âge de 12 ans, le jeune garçon Wendat poursuit sa quête de vision pour entrer dans le monde des hommes. Il apprend à jouer fort, à la crosse, comme à d'autres jeux, tel le jeu du canard, qui est une espèce de jeu de quilles. Il développe son adresse, son sens de la stratégie, son endurance, sa capacité à travailler en équipe. Il aura besoin de tout ça pour survivre. Il composera aussi son Adonway, son chant du guerrier et de sa vie, qu'il chantera à plein poumon si jamais il connaît l'honneur de mourir au poteau de torture. Le jeune Wendat apprend aussi comment fabriquer des armes, comment fabriquer et réparer des maisons, et aussi comment confectionner des tambours. Le tambour, c'est l'instrument que le Créateur a offert aux hommes. On vit ici dans des maisons longues. Ces grandes demeures en écorce d'orme abritent de 50 à 100 personnes. Les Hurons-Wendat sont une branche du grand groupe iroquoien. Ils se sont séparés des Iroquois et ont déménagé plus au nord. Le vrai nom des Iroquois, c'est les Haudenosaunee, le peuple des maisons longues. Les Wendat partagent avec eux non seulement le même sang, mais aussi le même mode de vie et la même langue ponctuée de sons tels les ou, an, t, gne, ro et non. Dans ces maisons longues, 3 grandes familles vivent sous le même toit et elles sont guidées par la sagesse des femmes. Ce sont des sociétés matrilinéaires où la lignée familiale est déterminée en fonction de la mère. Celles-ci sont les gardiennes des feux dans les maisons longues. Ces feux ne doivent jamais s'éteindre. Chez les Wendat, on consulte le cercle des grands-mères pour prendre les grandes décisions à propos de tout ce qui se passe dans le village. Ce sont même les grands-mères qui choisissent le chef du village. On a compris l'importance de l'équilibre et le pouvoir du cercle dans notre culture, où en réalité, tout le monde est égal et a droit au bâton de la parole. C'est l'origine de la démocratie au Canada. Chez mes ancêtres Anishinaabe, les femmes voyagent, portagent et pagayent autant que les hommes. Mais chez mes ancêtres Wendat, les rôles sont plus définis entre les femmes et les hommes. Les femmes s'occupent de ce qui a trait à la vie, les enfants, la nourriture ou l'agriculture, tandis que les hommes s'occupent de ce qui a trait à la mort, donc la pêche, la chasse et la guerre. Au cœur des maisons longues, les légendes transmises de génération en génération sont des enseignements de vie. Par exemple, une légende raconte qu'une poupée de maïs, qui avait un beau visage, passait plus de temps à contempler sa propre beauté au lieu d'amuser des enfants. Le Créateur lui a donc enlevé son beau visage. Cette légende enseigne aux enfants l'humilité et surtout à éviter la vanité. Il y a aussi la légende des 3 sœurs qui aiment pousser et croître ensemble. Le maïs, les courges et les haricots. Selon la légende, les 3 sœurs sont un cadeau du Créateur. Elles sont inséparables. La nuit venue, au clair de lune, elles prennent la forme de jolies jeunes femmes et dansent à l'ombre des champs de maïs, chantant des louanges à notre mère à tous, la terre. Chez nous, je n'ai plus besoin de me cacher comme ont dû le faire mes grands-parents. On vit toujours nos traditions au cycle des saisons, comme au cycle de la roue de médecine. Un jour, ce sera mon tour d'enseigner nos légendes et nos traditions à mes enfants et mes petits-enfants. C'est le cycle de la vie. Champlain est émerveillé par le pays des Hurons. Il visite 3 autres villages. Ils nous reçurent fort aimablement, nous faisant festin de leur pain, citrouilles et poissons. Une fille vint à moi, s'offrant à me tenir compagnie, de quoi je la remerciai. Selon les rumeurs et les écrits de l'époque, Étienne Brûlé, lui, n'aurait pas refusé les avances d'une jeune et belle Huronne. De nos jours, on raconte encore à la blague, mais sur fond de vérité, qu'à un moment donné, la moitié des enfants du village de Tohanché
étaient ses enfants. Vive le Nouveau Monde! Ce pays est très beau et très bon, par lequel il fait beau cheminer. De là, je me fis conduire à Caragua. Près de l'actuel village de La Fontaine, on commémore le village de Caragua. Comme on déménageait les villages Huron-Wendat à chaque 12 ou 15 ans pour assurer la fertilité du maïs, il existe sans doute encore plusieurs sites de villages dont on n'a même pas encore retrouvé la trace. À Caragua, Champlain retrouve la douzaine d'autres Français et celui qui l'a devancé, trop excité, le père Joseph Le Caron. Nous y trouvâmes le père Joseph, étant fort aise de le voir en santé. Et le 12e jour d'août, le révérend père célébra la Sainte Messe et il fut planté une croix. C'est la première célébration catholique en Ontario à laquelle Champlain a participé. Mais Champlain n'était pas venu jusqu'ici que pour le plaisir d'explorer et d'y porter la gloire de Dieu. On doit aller sur le sentier de la guerre vers l'Iroquoisie, le pays des Iroquois. Les 5 nations iroquoises habitent au sud du lac Ontario. Il faut aller décourager pour de bon ses ennemis avant que l'hiver arrive. Or, les guerriers Hurons, tels le chef Orani, croyaient que Champlain était mort. Ils ne sont vraiment pas prêts à partir. Ils doivent faire leur cérémonie rituelle et Champlain aura le temps de visiter 3 autres villages. Je commence en Nouvelle-France. Au Wendake, c'est sur cette pointe que le printemps de notre histoire a fleuri depuis l'arrivée du jeune Étienne Brûlé. Aujourd'hui, Tohanché est devenu un hameau et la baie qui l'entoure porte maintenant le nom de la communauté qui s'est installée tout près, Pénétanguishene. Le 1er août 2015, c'est l'écrivain Daniel Marchildon qui s'est mérité l'honneur d'incarner le père de la Nouvelle-France à l'occasion du grand rendez-vous Champlain à Pénétanguishene. Comme ailleurs en Ontario, les Franco-Ontariens de cette région ont dû travailler fort pour obtenir leur école secondaire française. Ils ont même créé illégalement l'école secondaire de la Huronie dans cet ancien bureau de poste. 400 ans après Champlain, au village de La Fontaine, de fiers Franco-Ontariens bien enracinés organiseront le Festival du Loup. Ce festival deviendra le tremplin de plusieurs artistes de la Huronie, tels Jean-Marc Lalonde, Éric Dubois, le célèbre Damien Robitaille, lui-même un fier métis, Michel Paiement et l'irréductible Joël Roy. Et ceux-ci ont inspiré plein de jeunes artistes, tels les Sœurs Lefebvre et les Coureurs des Bois. Célébrons 400 ans, tous ensemble, comme francophone, ontarien. Aujourd'hui, célébrons 400 ans, 400 ans, 400 ans, 400 ans. Le 17e jour d'août, j'arrivai à Cayagé, où je fus reçu avec une grande allégresse et la reconnaissance de tous les sauvages du pays. Situé près du village de Warminster à l'ouest du lac Couchiching, le village de Cayagé est le point de rencontre de l'armée des Wendat. Les chefs Orani, Darontal et Ochâtegain sont de la partie. Ochâtegain est le chef Wendat qui, avec le chef Iroquais, avait convaincu Champlain à aller faire la guerre aux Iroquois en 1609. On apprend alors que les Andastes veulent se joindre à l'armée des Wendat et des Français. Les Andastes sont eux-mêmes des Iroquois Haudenosaunee qui vivent au sud des 5 nations iroquoises ennemies. Si les Andastes viennent surprendre les Iroquois à partir du sud, l'attaque sera double et encore plus réussie. Champlain propose d'envoyer des messagers pour recruter ce précieux renfort. Les alliés Wendat font les cérémonies qui précèdent chaque grand combat. On était toujours en festin et danse, à quoi ils furent très longtemps.
Champlain est inquiet. Si ces rituels prennent trop de temps, les feuilles rouges des arbres seront tombées et on ne pourra plus se cacher pour avoir un effet de surprise. Il s'impatiente, surtout qu'après ce combat, il veut rentrer au moins à Québec avant que l'hiver le garde prisonnier en cette contrée. Le 1er septembre, les troupes sont à Orillia, là où le lac Simcoe se déverse dans le lac Couchiching. De jour, Champlain avait admiré un ingénieux système de barrage que les Hurons ont créé pour pêcher le poisson. On attend d'autres groupes de guerriers Hurons et le rituel de départ bat son plein. Étienne Brûlé demande alors à Champlain d'accompagner les messagers qui vont vers les Andastes. Ce que facilement je lui accordais, puisqu'il verrait leur pays et reconnaîtrait les peuples. Le danger n'était pas petit, d'autant qu'il fallait passer au milieu des ennemis. Champlain indique à Étienne la date du grand rendez-vous, le 10 octobre, soit la veille du jour de l'attaque. Que Dieu le garde. De nos jours, à Orillia, on retrouve une école nommée en l'honneur de Champlain, ainsi qu'une magnifique statue à son effigie. C'est d'ailleurs à Barrie, non loin de là, que 400 ans après le passage de Champlain, 400 jeunes franco-ontariens de l'école Nouvelle-Alliance ont fait la mise à l'eau au lac Simcoe de leur canot traditionnel qu'ils ont fabriqué pour l'occasion avec de fiers métis. Selon les sources, on croit qu'Étienne et sa troupe auraient emprunté le passage de Toronto. En descendant la rivière Humber, Étienne serait alors devenu le premier Européen à fouler la région de Toronto, Hamilton et la péninsule du Niagara en se rendant chez les Andastes en Pennsylvanie. Aujourd'hui, Toronto est le foyer moderne de dizaines de milliers de Franco-Ontariens de toutes les origines. On y retrouve de nombreux immigrants francophones venus d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient ou encore d'Afrique, tel mon père Buddy. C'est là qu'il est atterri. Toronto est devenue la ville la plus multiculturelle au monde. Chaque été, on y célèbre la Franco-Fête en plein cœur de la ville. Notre jeune passionné par toutes les cultures était loin de se douter qu'un jour, la première école secondaire de langue française de cette ville porterait son nom, l'école Étienne Brûlé. Le 8 septembre, Champlain et ses alliés se dirigent enfin vers l'Iroquoisie. Le 10 du 10 mois, il fit une forte gelée blanche. Nous continuâmes notre chemin vers les ennemis. Ils suivent la route de l'actuelle voie navigable Trans-Severn, portageant et pagayant pendant des jours et des jours les lacs Kawartha, passant la région de Peterborough et le lac Rice. Plus le temps passe, plus les feuilles se revêtissent de leur flamboyante couleur d'automne. Ceux parmi les Français qui en sont à leur premier voyage au pays sont émerveillés par le spectacle des couleurs, mais aussi par la chaleur que procure une saison qui n'existe qu'en Amérique, l'été indien. La forêt aura bientôt toutes les couleurs du feu. Champlain est rongé d'inquiétude. Arriveront-ils à temps pour surprendre les Iroquois? Si tous les arbres perdent toutes leurs feuilles, comment pourra-t-on se cacher de l'ennemi? L'équipage a atteint la baie de Quinte. Là, on bâtira la ville de Trenton. Trenton, c'est un centre militaire important pour le Canada. Et cette ville a déjà attiré plusieurs francophones et même des explorateurs modernes piqués par le même esprit de curiosité que Champlain. C'est le cas de l'astronaute Marc Garneau, qui a laissé son nom à l'école secondaire française du coin. Champlain pagaille ensuite le lac Ontario, où la ville de Kingston sera érigée. Avant d'accueillir plein d'autres jeunes francophones venus servir le pays, et avant même de devenir la capitale du Canada uni en 1841, la région de Kingston était iroquoise et française. 3 générations après Champlain, l'explorateur de La Salle a fait construire le fort Frontenac, là où se trouve le K-Rock Center aujourd'hui. Et une courageuse fille du roi y a dirigé une seigneurie, c'est Madeleine de Roibon.
C'est sans doute sur une des îles de Kingston que Champlain retrouve le chef iroquois et ses guerriers algonquins. Ce chef est un grand allié et celui-là même qui avait pris Étienne Brûlé sous son aile. Champlain et ses compagnons admirent pour la première fois l'immensité du lac Ontario. Ils observent ébahis les centaines d'oies sauvages qui se préparent à voler vers le sud. Les voiliers formés par ces outardes sont un des plus grands spectacles de la nature. Les alliés hurons, algonquins et français poursuivent leur route en suivant les oies sauvages jusqu'au sud du Grand Lac. Les sauvages cachèrent tous leurs canots dans les bois proches du rivage. Les Alliés ont débarqué à la baie Henderson, dans l'État de New York, aux États-Unis. Silencieusement, ils s'enfoncent dans le pays des Iroquois pour entamer un long portage de 40 kilomètres. Sous le couvert de la forêt, les troupes accourent vers le village iroquois d'Onondaga, dans l'actuelle ville de Syracuse. On doit agir vite. Le 10 octobre approche et on ne veut pas manquer le rendez-vous avec Étienne Brûlé qui arrivera avec l'armée des Andastes en renfort. Le 10 octobre, Champlain et ses alliés sont cachés devant la forteresse d'Onondaga. Sur les 3 heures après-midi, nous arrivâmes devant le fort des ennemis. Champlain est surpris. Étienne Brûlé et l'armée des Andastes ne sont pas au rendez-vous. Tour à tour, Darontal, Ochâteauguin et Oranie se demandent ce qui peut bien causer ce retard. Si on attend trop, on risque de rater l'effet de surprise. En observant la forteresse des Iroquois, Samuel de Champlain et ses alliés sont stupéfaits. On s'aperçoit que les balles des fusils ne pourront pas traverser la palissade renforcée. En attendant Étienne et les Andastes, les chefs s'inquiètent. Notre dessein fut de ne pas nous découvrir jusqu'au lendemain, mais l'impatience de nos sauvages ne le put permettre. De jeunes guerriers courent vers l'ennemi. Impatients, les jeunes guerriers n'ont pas suivi le plan dressé par Champlain, Iroquet et les autres chefs. L'effet de surprise est raté. Ils sont maintenant pris au piège. Champlain et les Français doivent intervenir à la rescousse avec leur bâton du tonnerre. Les Iroquois se barricadent dans leur forteresse. On sonne la retraite. Nous nous retirâmes à la portée d'un canon, hors de la vue des ennemis.
Avant de retourner attaquer, on se prépare comme il se doit. Tradition oblige. On entame le chant du guerrier. Mes ancêtres Wendat pouvaient chanter ce chant traditionnel pendant toute la nuit. On le chantait de toutes ses forces pour éveiller le courage des ancêtres qu'on porte en nous, mais aussi pour tenter d'intimider l'ennemi. Le lendemain matin, 11 octobre, Étienne et les renforts ne sont toujours pas arrivés. Je leur proposai des moyens dont il fallait user pour avoir leurs ennemis, qui fut de faire un cavalier. Un cavalier, c'est une grande tour qui permettra aux soldats français de pouvoir tirer avec leur arquebuse par-dessus la palissade. Champlain leur a aussi fait fabriquer des mantelets, des manteaux de bois pouvant arrêter les flèches. La deuxième ronde du combat débute. S'approchant de la palissade, les alliés Hurons et Algonquins se font crier des insultes par les Iroquois. Encore une fois, de jeunes guerriers ne suivent pas les consignes de leur chef. Ils réagissent aux insultes et se lancent vers l'ennemi sans leur mantelet de bois. Du haut du cavalier, les Français utilisent leur arquebuse pour essayer de déloger les Iroquois. Mais ça ne sert à rien. Les Iroquois ont appris à se mettre à l'abri des coups de feu et les Français sont mal protégés des roches et des flèches. Ils doivent abandonner le cavalier. Puis, une pluie de flèches vient les inonder. Dans un effort désespéré, Champlain ordonne de mettre le feu à la palissade. Or, le vent souffle du mauvais bord. C'est le chaos total. Les cris et les hurlements sont tellement forts que les Alliés n'entendent plus les commandements de Darontal, d'Iroquet ou de Champlain. Une flèche iroquoise fend l'air à toute vitesse, tout droit vers Champlain. Chimigwech, Hichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, toi le rêveur fus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, montant ensemble la grande rivière. M'accroche à ton grand rêve, bagaillons, jusqu'au bout de la terre, destinons ce nouveau monde, cette nouvelle France qu'on porte en nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tous les sols brûlés, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau. Le rideau se lève sur un monde nouveau. Oh, 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 oh. Comme noyé, je fais le long saut. Devant nos yeux chute le rideau. Pour contourner les bleus de la vie, on rêve tout haut, on cueille ses fruits. Rebonjour! J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est un des épisodes qui est plus le fun à écouter pour deux raisons selon moi. J'en ai beaucoup parlé, la grosse scène d'action à la fin. Je trouve que ça a été tellement bien filmé avec le drone, les coups de fusil, les flèches. Tu sais, la scène où la flèche, elle passe comme ça. Puis c'est tellement bien fait, je trouve que c'est vraiment beau. Puis l'autre raison aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on apprend beaucoup plus sur le mode de vie des Autochtones, des Premières Nations. Tu sais, à Sainte-Marie au Pays des Hurons, ça a vraiment été filmé dans les vrais lieux où, tu sais, il y a vraiment des Autochtones qui vivaient là, qui vivent encore là. Fait que c'est peut-être aussi un rappel qu'on peut se faire que, tu sais, en ce moment, on vit sur des territoires non cédés. Tu sais, faut respecter ça, faut s'en rappeler beaucoup en Huronie, tout ça. Aussi, on voit beaucoup de monde important dans cet épisode-là, je trouve. On voit Carole Pagé qui raconte une des légendes, qui est une conteuse de légendes autochtones, qui a travaillé avec l'Écho d'un peuple, qui a fait mon Dieu, Carole Pagé, je la connais depuis que je suis toute jeune. Elle est super gentille, cette femme-là. Puis c'est ça, elle a fait des contes des légendes autochtones. Puis quelque chose qui est super intéressant aussi par rapport aux légendes autochtones, c'est les gens qui sont des conteurs de légendes, comme Carole Pagé, ont pas le droit de modifier du tout les légendes. Leur devoir, c'est vraiment de raconter ces histoires-là exactement de la façon qu'ils l'ont appris.
Ça se passe de génération en génération, puis ça reste toujours les mêmes histoires, qui est quelque chose de vraiment beau, qui je pense, une force aussi de la culture autochtone. C'est les contes, les légendes qui se sont passées entre les générations. Fait que c'est quelque chose de super intéressant. Aussi, Félix Saint-Denis, dans les commentaires, il nous a aussi rappelé... moi, il a pas, je dois dire comme ça, je dirais merci surtout à ces gens-là. Il a parlé dans les commentaires de Anaï et Gilles, qui sont les premiers aînés de l'Écho d'un peuple. Anaï, c'est elle qui joue ma grand-mère dans l'épisode. Dans toute la série, dans le fond, j'avais beaucoup parlé d'elle dans l'épisode 1. Fait que c'est eux, c'est les premiers aînés, c'est les premiers qui ont eu des conversations avec Félix, qui ont eu des conversations avec l'Écho d'un peuple, qui ont donné leur opinion, qui nous ont formés, tout ça. C'est du monde super important pour l'Écho d'un peuple. Fait que j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Moi, je le trouve super le fun. La semaine prochaine, ça va être un autre épisode vraiment intéressant. Là, je vais vous le dire d'avance, c'est qui que j'aurais recevoir comme invité, parce que j'espère que vous allez vouloir venir écouter cet épisode-là aussi. Ça va être super le fun. Je reçois Geneviève Etier. J'avais parlé un petit peu d'elle quand j'avais reçu Félix Saint-Denis, parce que Félix Saint-Denis, il est marié avec Geneviève. Puis Geneviève, c'est la costumière de l'Écho d'un peuple. Elle a été costumière en chef du méga spectacle quand elle était super jeune, je pense. Au début vingtaine, elle était la costumière en chef. Là. Elle gérait plein d'autres costumières. Elle s'occupait. Ils ont pris tellement de morceaux de tissu pour faire plein de costumes par la suite. Super intéressante. Elle a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la culture autochtone. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances par rapport à ça. Puis vous allez découvrir en parlant avec moi et elle, on a un ancêtre en commun, moi et Geneviève. Alors on peut comme dire qu'on est des genres de cousins de vraiment loin. Donc on va en parler de ça parce que c'est quand même drôle que nos ancêtres se sont croisés à un moment donné. Vous allez tout comprendre la semaine prochaine. Fait que ça va être un super bon épisode demain, pas demain. Mardi prochain, 13h. On va recevoir Geneviève Etier, puis après ça, on va écouter l'épisode 6, qui reste juste 2 épisodes à la série de documentaires. Après ça, on va faire d'autres émissions, inquiétez-vous pas. Mais là, pour l'instant, ça va être l'épisode 6 avec Geneviève Etier. Puis pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. Pour vrai, moi, comme je dis toujours, j'adore faire ça. J'en reviens pas que j'ai l'opportunité de pouvoir vous parler, l'opportunité d'avoir des conversations, de peut-être contribuer, si je peux le dire, contribuer à la réconciliation, contribuer au partage de la culture. De toutes les cultures, pas juste la culture autochtone, on en parle beaucoup, mais aussi la culture franco-ontarienne, la culture canadienne. Dans la série documentaire, il y a beaucoup par rapport à la culture africaine. C'est toutes des choses tellement le fun à apprendre, des choses intéressantes à partager. Fait que je suis comme contente de pouvoir aider à faire ça. Alors, c'est surtout grâce aux gens qui nous permettent de faire ça, les conseils scolaires de l'Ontario, le CSDCO, le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Il faut aussi dire merci aux aînés, aux artistes autochtones. On en voit beaucoup dans l'épisode 5. Il y en a plein qui ont travaillé avec l'Écho de peuple qui nous ont aidés. Alors, merci à eux. Aussi, merci à Jean-François Desforges et Jean-Sébastien Boyer qui ont pris le temps de venir parler avec nous aujourd'hui. C'est comme 2 grands frères pour moi, ces gars-là. Je suis tellement contente. Ça m'a rendu vraiment heureuse de parler avec eux aujourd'hui. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Il y a beaucoup de gens dans les chats aussi. Claudine, Félix, qui était là, Vincent, qui nous ont parlé puis ils ont raconté des beaux souvenirs. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente. Passez une vraiment belle journée, tout le monde. Et j'ai vraiment hâte de vous voir la semaine prochaine à 13h. Pour l'Écho d'Evelyne. Puis si jamais vous aimez beaucoup mes petits lives, mercredi, qui est demain à 19h, j'ai mon propre live solo qui est... vous verrez demain, je parle avec mes amis, puis on joue à un jeu avec mes amis. Fait que c'est un autre type de live différent de l'Écho d'Evelyne. Alors si vous voulez l'écouter, c'est les mercredis à 19h. Alors merci tout le monde. Passez une excellente journée.